ce fut une douche froide après l'épisode chaud patate de la semaine dernière. On avait peut-être besoin, mais quand même, vu qu'on va faire un retour sur Brendock, même si on a en effet enfin eu droit à ce fameux effet Rashomon qu'on nous avait promis, puisque nous voici rendus sur un flashback point de vue Jedi. Ça confirme des choses, mais vivement le 8. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors sans être thérapeute, je vous confirme que Sol Carlus a bien un pet au casque, puisque sa version nous montre que bien avant l'incident Brendock, tout le monde avait déjà le sentiment chez les Jedi qu'il avait le potentiel pour péter un boulon. Et de fait, alors nous voilà revenus sur la petite équipe de la bande des 4 qui part en mode Billy the Kick à chercher des champs pipi et des vergences de la force sur Brendock. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Parce que la fameuse planète avait plus un signe de vie depuis une catastrophe spatiale, suivant toute logique, celle qui sert de point de départ à l'intrigue des romans de la Haute République quand les Nihil ont tout fait péter, et mystérieusement, la vie a repris son cours, ce qui leur fait soupçonner une vergence de la force, soit une concentration de la force à un point donné, comme sur le temple de Coruscant, Acto, Exegol ou Mortis, soit autour d'un objet ou d'une personne particulière. Dans le cas précis, si on veut se prendre la tête en mode fan de lore de Star Wars, les questions seraient de l'ordre de est-ce que les sorcières se sont établies sur cette planète à cause de cette vergence qui permet de décupler leur pouvoir et créer les gosses? Est-ce que la planète a été réparée du fait de la présence du groupe ou du fait de la naissance des gamines? On a une réponse qui nous est donnée dans l'épisode, mais bon, comme c'est uniquement du point de vue des Jedi, est-ce que c'est le cas? Voilà, mais c'est le genre de choses qui peut vous occuper un moment si ça vous amuse et donner lieu à du paratext, des BD ou Dieu sait quoi dans l'univers étendu. Les soirées Yukaidi Aida autour du feu de camp où Kel Naka fait la popote comme Chewie sur Acto nous permettent de voir un peu plus leur personnalité et leurs interactions. Donc Kel Naka c'est un Wookie, la caractérisation va s'arrêter là. Est-ce que c'était une bonne idée d'en faire un Jedi? On sait pas trop au vu de la suite. Le Padawan, c'est ton adolescent qui veut savoir quand est-ce qu'on rentre à la maison parce qu'il a laissé sa PlayStation dans sa chambre et qu'il a le cafard, en plus d'en avoir marre de bouffer tous les jours la même chose. Et après avoir fait le tour du chien et du môme, le couple parental nous offre une Indara très calme, posée et rationnelle face à un Sol électrique agité par ses émotions. Indara lui balance direct qu'il est tellement instable que c'est pour ça qu'il a toujours pas eu de Padawan. Et on sent que ça lui pèse à Sol Carlus parce que du coup, dès qu'il tombe sur les gamines pendant sa promenade dans les bois, qui donne la scène qu'on a déjà vue sous le Bunta, il va partir en mode stalker et donc, foutre la merde. Alors, vu le profil du mec, et ce malgré le bobard qui sera servi en fin de compte au Conseil Jedi, qui, je vais lui donner ce crédit, n'a pas validé l'enlèvement des gamines à leur famille et la confrontation avec les sorcières, on se demande pourquoi et comment Sol a eu en fin de compte son caprice, soit une padawan rien que pour lui, et qui plus est, plus tard, d'autres occasions d'être en contact avec des mômes, puisque je le rappelle, on le découvre au premier épisode en train de faire la classe à des minots. Donc en fait, ça confirme bien qu'ils font de la merde chez les Jedi dans leur système éducatif, en mettant des individus instables, je vais le dire, connotés potentiellement comme aimant trop les mômes, si vous voyez ce que je veux dire, face au public en question. Alors pour nuancer le propos, je vais dire que même s'il apparaît en effet dans l'épisode comme un mec planqué à la sortie des écoles en imperméable, on va dire que c'est pas son caractère dans l'absolu, bien que instable émotionnellement, c'est juste parce que Pépère a d'un coup décidé en la voyant que c'est le destin, la gosse elle est faite pour lui, elle doit être sa padawan. Quand je disais la dernière fois qu'on nous le présentait comme étrangement obsessionnel et possessif dans sa relation avec Osha, moi je me demande maintenant surtout ce qui a fait capoter, si je puis dire, l'expérience de padawan d'Osha au point qu'elle a dû quitter l'académie, puisqu'on sait depuis le dernier épisode qu'elle considère avoir échoué à sa formation. Est-ce sa faute ou celle de son mentor à qui il manque un boulon? J'ai parlé de l'effet Rashomon de cet épisode qui te montre les événements de Brendock du point de vue des Jedi, mais il faut souligner quand même que la version de Sol, telle que, on le suppose, il est en train de la raconter à Mai, présente des éléments dont il ne peut pas avoir connaissance. ce qui floute un peu le propos. Comme les éléments en question sont ceux où Mai figure, on peut supposer que c'est parce que la jeune femme complète d'elle-même ce que Sol lui raconte avec ses propres souvenirs, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des scènes auxquelles Sol ne peut pas avoir assisté, comme Coril poussant Mai à agir, ou le moment où elle fout le feu et est en fait prise de panique face à une situation qui lui échappe et qu'elle n'a pas vraiment voulu. Bon, au final, pas de mystère, n'obéissant pas au conseil ou à Indara qui ne se révèle pas un grand chef vu comment son petit groupe part en sucette très vite, Sol
veut se récupérer les gamines quoi qu'il en coûte, persuadé qu'il est qu'elles sont potentiellement en danger, soit d'abord sur un gros caprice et aussi sur un vague soupçon de sacrifice rituel. Et parce que les analyses ADN de midi-chloriens vont apprendre au groupe que les filles ne sont pas des jumelles, mais possiblement la fameuse vergence, puisque une en deux, pas étonnant au vu de leurs petites chansons et des fameux posters dont je vous avais causé au dernier épisode. Entre l'éclipse, la lune fendue en deux et la première image où elles étaient juste le reflet l'une de l'autre. Rappelez-vous, il n'y en avait pas deux. Du coup, seuls Carlus et Boucle d'Or vont envahir la forteresse qu'ils n'avaient pas pu repérer avant sur la planète avec tout leur matos à champipi. Ça se frite avec les deux darons. Un malentendu se fait alors que May arrive paniquée après avoir fait péter la boîte d'allumettes et foutu le feu à la maison. Et dans l'affaire, Sol tue Mère Anicea sans vraiment le vouloir. Donc forcément, ça va dégénérer très vite, avec notamment les sorcières manipulant le Wookiee parce que ça manque pas de maillons faibles dans ce petit groupe de Jedi de la loose pour le retourner contre ses potes. Indara intervient, mais j'ai du mal à croire qu'elle ait buté tout le groupe de sorcières d'un seul geste de la main. Donc sont-elles vraiment mortes ou juste dans les vapes? A priori, pour moi, je dirais que seule Mère Anicea a trépassé, ou alors c'est qu'elle est sacrément balèze, Indara, face aux sorcières capables de morpher. Et alors comment s'est-elle fait buter par une assassine en déroute face à une loutre? À nouveau, c'est le mystère. Et si elle les a toutes butées, c'est franchement dégueulasse. Seul Carlus ne perd jamais en tout cas une occasion d'un moment qui montre son déséquilibre, parce que chargé de récupérer les gamines maintenant que tout a pété, il se trouve face à un choix quand elles se tiennent sur le pont brisé. Métaphore du déséquilibre et choix de Sophie certes, car incapable de maintenir les deux restes de la passerelle, c'est soit il en condamne une pour sauver l'autre, soit il perd les deux. Évidemment, le choix est facile vu qu'il a flashé sur Osha, et la bande des quatre repart avec la gosse sous le bras, on le savait déjà, mais surtout un secret honteux puisqu'ils vont pipoter sec au conseil des Jedi à la demande d'Indara, dont l'étoile va prendre du coup un sacré coup dans l'aile, en racontant que tout le monde est mort et que c'était la faute de l'autre gosse, histoire de pas, je cite, ruiner les rêves d'une pauvre mioche qui a déjà tout perdu. En parlant de Rashomon, j'ajoute ici que trop c'est tropico avec le thème de Kylo, parce qu'on y a encore droit pour la 3e fois, et c'est peut-être bien de le placer, mais peut-être à bon escient et pas juste en motif de décoration. Mais du coup, ça recrée encore des parallèles avec la postlogie et avec le dernier Jedi, puisque l'effet Rashomon se place, comme dans le film de Rian Johnson, sur un mensonge et une hypocrisie d'un Jedi qui n'admet pas avoir merdé et a causé mort et destruction, ainsi que le bascule du côté obscur pour un jeune qui était à la charge du mentor. Qui plus est en lui faisant porter le chapeau. À pincer du propre. Son saillant pour moi dans cet épisode, mais qui en effet portait bien son nom de chef comme je l'avais indiqué au dernier épisode, puisqu'elle apprend aux Jedi que leur ascension avait pour but de faire d'elles les leaders, les guides suprêmes de la communauté, et ce, en dépit de leur jeune âge. Ensuite évidemment la critique pas subtile mais justifiée des Jedi, on savait que ça allait être le propos parce que c'est l'un des fils de la série, quand Mère Anicea balance à Sol que toutes ses nobles intentions vont un jour causer la perte des Jedi, et qu'elle va comparer l'institution qu'ils ont à offrir avec la famille que les filles ont sur Brendok. Évidemment que la bande des quatre en mode services sociaux n'est pas crédible au vu de la manière dont les mômes sont enlevés et gérés sur Coruscant. Mais quand même, je souligne que le conseil n'avait pas approuvé ce coup-là, parce que les gosses, comme pour Anakin, étaient trop vieilles. Chapeau au passage pour Mère Anicea, qui choisit d'être une maman avant d'être un chef de communauté. Ça lui portera pas davantage bonheur qu'aux autres mamans de Star Wars, qui ont toutes fini au trou. Le point le plus important reste quand même la véritable nature des jumelles, cette notion d'une conscience dans deux corps qui refait son apparition dans le thème du générique de fin avec une chanson à laquelle on n'avait pas eu droit jusqu'à présent et qui tourne autour du concept des Twin Flames ou flammes jumelles en version française. C'est un concept New Age, donc relativement récent, qui postule deux âmes qui ont été séparées et qui lorsqu'elles se retrouvent vont établir une connexion qui leur permet de se sentir enfin complètes, puisque jusqu'à ce moment-là, elles avaient le sentiment qu'il leur manquait quelque chose. Comme des âmes sœurs, me diriez-vous? Non, parce que les flammes jumelles sont une seule âme partagée en deux, alors que les âmes sœurs sont deux âmes distinctes qui sont taillées dans le même bois, si je puis dire, mais qui n'ont pas forcément besoin l'une de l'autre pour exister. Les âmes sœurs sont également dans cette distinction considérées comme romantiques, alors que les flammes jumelles peuvent être un lien d'amitié ou une relation mentor-disciple, etc. Alors perso,
J'ai du mal avec ce concept et cette définition, je trouve ça complètement bullshit et je préfère simplement revenir au concept platonicien qui est derrière et qui fonctionnait très bien avant qu'on nous prenne la tête avec des distinctions à la con et tout ce bordel. Soit, le mythe selon lequel l'homme et la femme formaient avant un seul corps, séparés par la volonté des dieux pour les affaiblir et qui du coup passent le restant de leur vie à essayer de retrouver leur moitié, le pot à leur couvercle, avec toutes les combinaisons que ça peut donner comme vous pouvez imaginer. En d'autres termes et d'autres lieux, c'est du yin-yang, et en d'autres lieux et d'autres termes, des âmes sœurs, et en d'autres lieux encore et d'autres termes, des flammes jumelles si ça vous fait plaisir. Alors, à qui se réfère la chanson? A priori, évidemment, aux jumelles, avec des paroles qui pointent en effet sur la relation entre les deux et le fait qu'on puisse les confondre. Cette question d'une conscience partagée entre deux corps m'interpelle pour la suite. Est-ce qu'on peut se retrouver en effet sur une disparition d'une pour permettre à l'autre d'être complète, ce qui était possiblement effectivement en indice dans le premier poster de Mano Merkef, où les jumelles sont très clairement une seule et même personne, et où on a l'idée du miroir qui est présent dans le concept des Twin Flames. J'ai du mal moi à les voir repartir main dans la main parce qu'en fait même du temps de leur enfance, si elles étaient complémentaires certes, elles ne se sentaient pas complètes ensemble et normalement quand elles sont ensemble elles sont censées être dans la complétude. Osha avait visiblement besoin d'autre chose qu'elle ne parvenait pas à trouver avec sa jumelle. Du coup, est-ce qu'elle n'aurait pas besoin de trouver ailleurs cette flamme jumelle avec un nouveau partenaire? Vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est similaire pour Kimir qui avait fait un essai avec Mei, mais c'était clairement pas la bonne pioche puisqu'il se montre avec Osha tel qu'il ne s'était jamais montré avec Mei, littéralement à nu. Osha va connaître son identité, son visage, l'envers et l'endroit, il lui a montré ses cicatrices et sa vulnérabilité, il est prêt à lui prêter tous ses joujoux et lui parler de son passé alors qu'il ne l'avait pas du tout fait avec Mei. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous conseille la lecture de l'interview de Leslie Headland sur Collider où on peut sans problème la déclarer comme une des nôtres. Oui, c'est une rélo, car elle ne fait aucun mystère dans cette interview de son amour pour la dynamique ennemi à amant, de ce qu'elle avait pu apprécier dans les derniers Jedi, ce qui me rassure sur les directions éventuelles prises par cette série, même si je me doute que tout le monde ne sera pas de mon avis, mais je vais y revenir. En tout cas, j'adore la confirmation que tous les points symboliques ont été bien pensés et ne sont pas dus au hasard, mais heureusement, j'ai pas trop vu passer jusqu'à présent de commentaires me disant que je voyais des trucs qui n'existaient pas et que c'était surinterprété de ma part. Et c'est le moment de sortir le poster de l'épisode dernier puisque se confirme en effet le mouvement de transfert que je vous avais annoncé qui suit la progression de l'éclipse. Bon, ça semblait complètement normal. Donc Mei et Kimir sont passés à droite alors que Osha associé à Sol, Basile détective privé et Vernestra le fouet à la main en possible antagoniste sont passés à gauche. Vernestra est-elle le maître de Kimir qui lui a infligé ses cicatrices? J'en sais rien. On a l'impression que c'est la déduction qu'ils veulent que nous fassions, mais franchement, ça peut être autre chose. De toute façon, j'avais pas envie de me prendre le chou sur la dominatrix Trangsen 200, alors que tout est fait dans le poster pour mettre en avant le croissant et les courbes, avec une partie gauche très sexualisée, entre le postérieur d'Osha, le bassin de l'île de la Tentation, la touffe humide en bas à droite, car était-elle nécessaire, franchement, et la silhouette sculptée de Kimir avec ses beaux biceps. Ramenez-moi tout de suite sur l'île de la Tentation, nom de nom. D'ailleurs, je tiens à faire un point sur des titres que j'ai vu passer de certains critiques beuglant contre la décadence et la perversion dans Star Wars depuis l'épisode dernier et que c'est un scandale qu'on mette du cul dans une franchise familiale. Puisqu'on a évoqué plus d'une fois ici l'hypocrisie des Jedi, je vais m'atteler une bonne fois pour toutes à celle des fans et des critiques qui font ce genre de commentaires. Oh oui, c'est un spectacle familial, mais ça ne vous a jamais gêné de voir des bisous douteux, des mecs sommés de tuer leur paternel, des pères zigouillés devant leur fils, des mutilations à tour de bras, une femme étranglée par son mari alors qu'elle est enceinte. Spectacle familial à l'américaine, ça veut dire que c'est ok pour la violence, mais pas pour le cul. Qu'à cela ne tienne, sachez quand même que Star Wars a toujours fait dans le cul aussi. Je renvoie sur ce sujet à notre épisode spécial avec Aurélie sur les Lucasfilms, dont je vous mets le lien en barre d'infos, mais dans Star Wars, comme chez Disney, il y a toujours eu du cul. En fait, le vrai problème, c'est pas qu'il y ait du cul, mais du cul
à destination, plus explicitement, des gonzesses. Parce que les boobs de Leia et Padmé, ça a jamais fait crier au scandale en fait. Mais oula, un poitrail de mec et c'est le summum de la dépravation. Mais allez vous faire voir sur Exegol les mecs, on voit rien en plus de toute façon. Et les gamins vont même pas tiquer alors que nous les adultes on a très bien saisi le balayage des yeux d'Osha sur l'aubergine de Kimir. Mais ça c'est notre regard à nous. Et si un homme dénudé ou l'idée que les femmes puissent avoir une sexualité vous font crisper sur votre collier de perles les mecs, bah je suis sérieusement inquiète pour vous. Hein. Bien, cela dit, au risque de me répéter, renvoyez-nous dans le 8 sur l'île de la Tentation, histoire de savoir si Osha a enfin prévu de se faire le maillot au sabre laser pour faire trempette dans la piscine de Kimir. En tout cas, j'ai bien peur que l'épisode 8 ne se termine sur un cliffhanger. Hein. L'épisode 7, en tout cas, n'a rien chamboulé au niveau de ce à quoi je m'attendais. Je me demande si Kimir sera toujours sur le poster du 7, vu qu'on a confirmation a priori qu'il n'était pas du tout de la partie sur Brandok. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes en panne de commentaires, mais en général je suis plutôt gâtée, je suggère une île emoji pour montrer que vous aussi vous êtes partant pour revenir sur l'île inconnue où il se passe plein de choses intéressantes. Youpi tralala, on a passé les 600 abonnés donc je vous remercie tout plein. Je sais que je suis encore une toute minuscule poussière sur YouTube, mais au moins je suis en bonne compagnie. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Likez et partagez histoire que je ne sois pas toujours toute seule à prêcher la bonne parole de la symbolique dans Star Wars et de la place de la romance et de la sexualité dans cet univers. Et on se retrouve la semaine pro pour l'épisode final. Préparez les serviettes et les maillots.